Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Je suis Luc Julia, je suis un ingénieur français qui vit dans la Silicon Valley depuis presque 30 ans. J'ai eu la chance de travailler 10 ans dans la recherche, je dirais pas fondamentale, mais recherche appliquée, dans des labos de recherche. Après 10 ans dans les startups, parce que dans la Silicon Valley on fait des startups. Et puis 10 ans dans les grandes compagnies, HP, Apple et Samsung aujourd'hui. Depuis que j'étais tout petit, en fait, je voulais être chercheur au CNRS. C'était ce que j'avais déclaré à mes parents quand j'avais 5 ans, sans certainement savoir ce que c'était que chercheur au CNRS. Donc c'est ça qui m'a amené à la recherche. J'ai fait ma thèse dans un labo du CNRS ici, à Paris. Et j'étais un peu déçu par l'ambiance, on va dire, donc je suis parti aux États-Unis, au MIT d'abord. Et comme je suis toulousain et qu'il faisait un peu frais au MIT, qui est à Boston au mois d'octobre, je me suis retrouvé dans la Silicon Valley où il faisait meilleur. Donc voilà, c'était l'élément déclencheur, c'est la curiosité, la chose qui me faisait vouloir inventer des choses. Ce qui m'a étonné dans la Silicon Valley, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était justement un monde qui est certainement différent de l'Amérique dont on se fait l'image. Ce qui m'a étonné, c'est la collaboration entre des gens divers et variés. Donc d'abord c'est un melting pot, un vrai melting pot culturel, où il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour la ruée vers l'or justement, donc ça date quand même d'il y a très longtemps, 1849, mais l'esprit est toujours là. Donc c'est plus la ruée vers l'or, c'est la ruée vers le silicone, la ruée vers l'IA, je ne sais pas. Mais du coup cet esprit est toujours là et cette multiculturalité, je sais pas, multiculturalisme, je ne sais pas comment on dit, est toujours là. Et donc les gens sont là et ils s'entraident et en même temps il y a cette émulation naturelle qui fait qu'entre entre les gens de différentes équipes, même de différentes compagnies, on va pas partager des secrets industriels, mais il y a cette ambiance très spéciale qui est, je pense, unique à la Silicon Valley. Siri, c'est très vieux déjà, ça date de 1997, donc même si c'est arrivé au grand public par Apple en 2011, les premiers brevets ont été créés en 1997, et l'idée c'était à l'époque juste d'utiliser la reconnaissance vocale, qui était encore balbutiante, utiliser la reconnaissance vocale pour les vrais gens. C'est-à-dire que Internet venait d'arriver, en 97, on a Internet à 3 ans globalement pour le public, et donc il commençait à y avoir plein de choses sur Internet, c'est compliqué de naviguer, Google n'existait pas encore, donc on cherchait un moyen de donner accès aux gens à cette masse d'informations énorme du moyen le plus naturel possible. Et donc la voix a semblé évidente, donc c'était, en gros, l'idée c'était d'interroger cette base de données, d'interroger Internet sur n'importe quoi, avoir un assistant vocal qui allait pouvoir nous aider. Alors il y a les intelligences artificielles déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, en général on dit les intelligences artificielles parce que justement elles ne sont pas très intelligentes. Donc le problème que j'ai avec l'intelligence artificielle, quand les gens parlent de l'intelligence artificielle, ils parlent de celle fantasmée qui nous remplacera, qui va nous prendre nos places au bureau, qui va être beaucoup plus intelligente que nous et faire tout à notre place et nous reléguer à des rangs de sous-IA. Bon, ça, c'est celle dont on parle dans les médias, c'est sympa, mais ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des méthodes statistiques et mathématiques de base, et qui sont très simples. Et on fait des IA qui sont très intéressantes, qui sont très spécialisées dans des domaines particuliers. Et il ne faut surtout pas s'arrêter de le faire. Donc il faut arrêter de dire des mensonges sur l'intelligence artificielle qui est censée tout faire, et pas la comparer aux IA qu'on fabrique, que des gens très bons fabriquent et proposent ces outils aux vrais gens,
qui vont leur permettre d'avoir une vie meilleure, d'avoir une meilleure santé, d'avoir des meilleurs transports, etc. Donc il y a plein d'IA différentes, il y en aura de plus en plus, c'est des assistants, c'est des choses qui nous permettent de vivre mieux quand c'est pour la santé, de se transporter mieux et dans des meilleures conditions, avec des meilleures énergies, etc. Quand c'est le transport, et dans plein de domaines. Mais ce sont des IA qui sont collectivement, même si on les assemble toutes à la fois, n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau et notre intelligence. L'écologie est très importante parce que la vérité c'est qu'on va dans le mur, hein, on est en train de faire péter la planète, donc on s'en rend compte petit à petit, on s'en rend compte un peu plus en France que partout ailleurs dans le monde, donc c'est bien d'en prendre conscience, on prend conscience parce qu'on est éduqué, parce qu'on s'éduque, parce qu'on commence à comprendre que les gaz à effet de serre c'est compliqué, que l'énergie en général n'est pas renouvelable et ça va être une limite, donc il faut prendre conscience de tout ça. Alors, il y a des extrémistes dans les deux sens. Hein. Il ne faut pas non plus paniquer et aller se réfugier dans un bunker quelque part et dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire. Il faut s'éduquer d'abord pour comprendre quels sont les problèmes. Et puis, une fois qu'on a compris quels sont les problèmes, collectivement, on va essayer de s'y atteler et de trouver des solutions. Ça ne va pas être facile. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un point où on a bien pris pas mal de ressources sur cette planète et il va falloir réparer. Peut-être que certaines IA permettront d'aider, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que certaines IA, malheureusement, creusent le trou. Donc il faut faire attention, encore une fois, il faut comprendre. Et avec un peu de chance, quand la prise de conscience collective sera plus universelle, on pourra trouver des solutions intéressantes pour sauver la planète. Ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est quand on parle de... Bon, j'ai parlé de l'IA déjà, donc cette IA fantasmée, ça m'énerve. Ça m'énerve quand on parle à tort et à travers de choses comme la blockchain, sans savoir exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire aussi pour l'énergie dépensée, par exemple, parce que les transactions blockchain sont excessivement coûteuses en énergie. Ça m'énerve quand on parle de l'ordinateur quantique, quand, encore une fois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et là encore, les énergies dépensées, si toutefois on mettait au point un ordinateur comme ça, seraient absolument folles. Donc ça m'énerve qu'on parle de choses juste pour se faire mousser, sans savoir exactement ce que c'est et sans savoir exactement ce que ça veut dire pour l'avenir potentiel de la planète. Le message, c'est pas compliqué, hein. Moi je pense que je suis dans un rêve permanent, donc la seule chose que je peux conseiller, c'est surtout pas se brider à quoi que ce soit, et si on a envie de le faire, on peut le faire. C'est difficile des fois parce qu'on a toujours l'impression de se mettre des barrières, mais les barrières, c'est nous qui les construisons, hein. Elles sont pas devant, donc cassons les barrières, cassons les codes. Alors bon, respectons certaines règles quand même, hein, ne serait-ce que pour la vie en communauté et puis pour respecter les autres, mais sinon pour le reste, quand on nous dit que c'est impossible, peut-être essayer de prouver que ça l'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, un des projets qui me tient le plus à cœur, c'est de faire comprendre déjà ce que c'est l'IA. Donc ça, c'est mon rôle d'évangélisateur autour de l'IA. Mais aussi, maintenant, c'est de faire comprendre aux gens ces problèmes d'énergie que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que... je suis sûr que ça ne peut pas être indéfini. Et donc, il va falloir vraiment prendre des mesures importantes. Et donc, du coup, ce qui me tient à cœur là-dedans, c'est d'évangéliser, mais d'éduquer, en fait. Hein, c'est ce que ça veut dire, donc de faire comprendre aux gens d'abord où on est. Je ne suis pas forcément pour, on a une planète qui marche assez bien, enfin, qui fait des trucs sympas, il y a des trucs bien. Construire quelque chose qui serait complètement... artificielle, donc aller sur notre planète qui n'était pas faite pour la vie, hein, quelque chose comme ça. Bon, je dirais, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas être l'option numéro 1, quoi. Je pense qu'on a une humanité à sauver, une humanité à découvrir et à développer encore. Donc, je suis pas sûr, il fait ce qu'il veut, hein, je ne vais pas l'empêcher de le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution extraordinaire, parce que ça a l'air très coûteux comme solution, et on est 7,5 milliards d'humains aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'ils puissent tous les accueillir, donc ça m'a l'air un peu élitiste comme comportement. Il y en a qui savent pas parce que c'était des inspirations. Alors, ces inspirations, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais moi je suis un enfant de
du siècle des Lumières. C'est-à-dire que c'est même un peu avant, Pascal, Descartes et tous les philosophes et mathématiciens et physiciens et chimistes et tous ces savants du siècle des Lumières français qui étaient absolument extraordinaires. Donc ça, c'est... J'aurais rêvé habiter et vivre à ce moment-là parce que ça avait l'air absolument extraordinaire. Hein. C'était des gentils fous quand même. Donc, bon, eux, évidemment, je ne peux pas les remercier directement. Sinon, dans le monde d'aujourd'hui, on va dire, il y a 2-3 personnes qui ont été des inspirations. Mon professeur d'IA juste Paris 6 à l'époque, qui est maintenant la Sorbonne Université, qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia, qui est un professeur extraordinaire, philosophe et pionnier de l'IA en France. Pied sur terre, il dit la même chose que moi à propos de l'IA, je pense, hein, on est assez alignés. Une autre personne, une fois que j'étais aux États-Unis, qui est une icône de l'informatique, là par contre, parce que je suis informaticien quand même de base aussi, c'est Doug Engelbart. C'est le gars on le connaît pour avoir inventé la souris, mais il a tout inventé dans les ordinateurs modernes dans les années 60, et les choses sont sorties vraiment dans les années 80. Donc c'était assez exceptionnel. C'était mon voisin de bureau quand j'étais au SRI, le Stanford Research Institute. Donc bon, c'est des gens qui sont inspirants, quoi. Alors, voilà, moi je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, enfin, j'en ai plein des anecdotes, mais je sais pas exactement comment les prendre. Enfin, il y a les grandes anecdotes qui sont des parties de l'histoire, on va dire. Donc, par exemple, on nous rebaille un peu les oreilles avec ces robots qui vont effectivement nous remplacer et puis prendre nos métiers et tout ça. Et il faut se rendre compte que c'est pas nouveau, d'une part. Et donc, un truc que j'aime bien raconter, c'est l'histoire avec un grand H des canuts de Lyon en 1770. Hein, donc, c'est pas effectivement d'hier. Mais 1770, il y a la machine à tisser qui arrive. Donc, une machine à tisser qui va remplacer les canuts qui étaient les tisserands, hein, les gens qui tissaient à la main. Et les canuts, effectivement, sont remplacés. Hein, parce que leur métier devient inutile, étant donné qu'ils vont tisser, les machines vont tisser à leur place. Les canuts font une révolution, ça prend beaucoup de temps. Hein. La révolution des canuts, c'est début de 1800. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc ils sont déplacés, ils ne sont pas contents, ils font la révolution. Et puis quelques années plus tard, tout le monde est content. Le bassin, c'est à Lyon que ça se passe, hein, les canuts. Et tout le monde est content vers les années 1820. Alors ça a mis 50 ans, hein, mais tout le monde est content parce que les machines, effectivement, ont rajouté de la productivité, hein, dans les soieries. Donc du coup, maintenant, il y a de nouveaux métiers qui ont apparu. Métiers, par exemple, pour réparer les machines. Ce qu'il n'y avait pas avant, parce qu'il n'y avait pas les machines. Donc c'est des nouveaux métiers. Il y a beaucoup plus de productivité, ça veut dire qu'il y a plus de production, il y a plus de produits, il faut en emballer plus, il faut les mettre, les envoyer quelque part, donc les faire bouger. Donc il y a des nouveaux métiers aussi qui sont créés là. Et le bassin d'emploi, on va dire, de la région lyonnaise, 50 ans après les problèmes, est devenu un bassin, un vivier très très vivace, on va dire. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors il ne faut pas nier qu'à un temps T, au temps de l'arrivée de la technologie, en l'occurrence les machines à tisser, c'est compliqué pour les gens qui doivent se reformer à quelque chose d'autre. Mais au temps T plus 1, en général, les métiers sont plus intéressants. Ils donnent plus de qualité de vie, de choses comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça au cours du temps qui montrent que ça a été comme ça. Donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut comprendre que nous, humains, on va s'adapter. On va toujours trouver un truc pour faire en sorte qu'on va se sauver. Mais il faut comprendre que socialement, c'est des fois compliqué au moment même où ça arrive. Et c'est pour ça que pour anticiper ça un tout petit peu, moi j'ai alors pas une solution, mais une recommandation, c'est de toujours s'éduquer. Toujours être prêt à changer, à être flexible, à être curieux. Parce que quand on est curieux, on va certainement être dans les premiers à faire le nouveau truc qu'il faut faire. Et c'est pas forcément être bon dans un truc particulier, c'est juste avoir un éventail de choses où on peut être excitable, je dirais. Je vais vous expliquer un truc qui m'horripile. D'accord ? Et c'est une anecdote, parce qu'en fait ça montre le problème d'énergie qu'on a donc avec ces nouvelles technologies. Souvent, les gens demandent Monsieur Julia, est-ce que je peux faire un selfie avec vous ? Et là, je leur dis attends, je vais te raconter une histoire d'abord, et puis après, on pourra faire le selfie. L'histoire, c'est pas compliqué. Hein. C'est un selfie.
entre la prise de vue, donc quand on va regarder l'appareil, on va changer, on va faire des effets, tout ça, on va être sûr qu'on est bien peigné, tout ça, donc on prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie. On prend la photo, elle va partir sur le cloud, d'accord. Elle va partir sur le cloud, elle va être dupliquée plusieurs fois sur le cloud. Puis comme c'est quand même un truc qui est purement pour flatter l'ego, on va aller envoyer plein de messages sur les réseaux sociaux aux gens en disant « Regarde, j'étais devant la Tour Eiffel ou j'étais avec Monsieur Machin et tout ça, j'ai la photo qui le prouve. » D'accord. Parce que sinon ça n'existe pas s'il n'y a pas le selfie. Hein. Donc c'est répliqué maintenant et c'est diffusé, ça s'en va chez plein de gens et pareil. Bon, bref. Estimation d'un selfie, un selfie. Ce serait comme une lampe normale de 60 watts, les vieilles lampes à filament de 60 watts qui brûlent pendant 3 heures. 180 watts. Okay. Donc 180 watts pour un selfie. On prend aujourd'hui 1 milliard de selfies par jour. 180 milliards de watts, juste pour se flatter l'ego. Je pense qu'il faut réfléchir.